Lors du dîner d'anniversaire de mon mari que j'avais moi-même payé, il a levé son verre à sa work-wife et l'a qualifié de son plus grand soutien. Puis il m'a tendu un sac cadeau contenant un t-shirt où était écrit « Divorcé et libre ». Tout le monde a ri. Elle s'est penchée et lui a embrassé la joue. Je suis resté assise là, le visage en feu. J'avais payé pour ma propre humiliation. Puis je suis sorti. 5 minutes plus tard, 87 appels manqués. Le réveil avait sonné à 5 heures. Comme toujours, Logan avait besoin de son smoothie prêt à 7h15, exactement 10 minutes avant son départ pour le travail. La poudre de protéines à elle seule coûtait $60. Importée de Nouvelle-Zélande parce que celle du commerce avait un goût de bas de gamme. Je l'ai mesurée avec soin, sachant qu'il nous restait peut-être 3 portions, et que la paie n'arrivait que dans 4 jours. Mon application bancaire affichait $47 pour tenir jusque-là. Pendant que le mixeur tournait, j'ai vérifié ses chemises. 5 chemises de créateurs étaient suspendues dans l'ordre de la semaine, chacune coûtant plus que ma participation aux frais de thérapie que j'avais annulés il y a 6 mois. La chemise de mardi avait un pli près du col. Logan le remarquerait. Il remarquait toujours les imperfections dans tout, sauf en lui-même. Le fer à repasser sifflait pendant que je pressais le tissu, me souvenant de mon chevalet qui prenait la poussière dans le garage. Ses mains tenaient autrefois des pinceaux à l'aube, créant des paysages que je vendais au marché fermier pour l'argent des courses. Maintenant, elle lissait les plis de chemise à $200 pour un homme qui n'avait pas dit merci depuis des mois. N'oublie pas l'huile MCT, m'avait rappelé Logan la veille, comme si j'avais déjà oublié. $28 la bouteille pour une huile qui optimisait soi-disant ses fonctions cérébrales. Je me demandais ce qu'elle optimiserait pour quelqu'un qui passait ses matinées à vraiment réfléchir. Au moment où j'arrivais à mon bureau, une société de facturation médicale où je traitais des demandes d'assurance pendant 8 heures d'affilée, mon estomac gargouillait déjà. La salle de pause sentait les restes de nourriture chinoise de Linda, ce qui aggravait ma faim. À midi, je faisais la queue au café en bas, calculant $6 pour une salade. Cela laisserait $41 pour l'essence, les urgences et tout ce qui pourrait survenir avant vendredi. Le lecteur de carte a bipé. Ce sont ni approuvé, ni refusé. Mais ce bip spécial qui signifie fonds insuffisant. Le jeune caissier, peut-être 19 ans, a réessayé. Même bip. Essayez peut-être une autre carte, a-t-elle suggéré doucement, mais pas assez doucement. Derrière moi, 2 femmes de la comptabilité ont échangé des regards. Le genre de regard qui disait qu'elles savaient exactement pourquoi ma carte était refusée. Oh, j'ai juste pris la mauvaise carte, ai-je dit, le visage en feu. Je vais juste. Je reviendrai. Dans les toilettes, j'ai mangé des crackers rassis de mon tiroir de bureau. Le genre qu'on vous donne avec la soupe et que j'avais gardé pour les urgences. Mon téléphone a vibré avec un texto de Logan. Dîner client ce soir chez Morton. Ne m'attends pas, Morton, où les entrées coûtent $30. Où il commanderait du vin qui coûtait plus que notre budget d'épicerie hebdomadaire. Où l'addition serait payée avec sa carte d'entreprise pendant que la mienne était refusée pour acheter de la laitue. J'ai répondu par texto, nous avons besoin de faire des courses. Peux-tu transférer de l'argent? Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Je ne peux pas écrire maintenant, en réunion. On verra ça ce week-end. Ce week-end. Toujours ce week-end. Ce week-end où il se souviendrait soudainement d'une partie de golf urgente ou d'un événement de réseautage ou d'une autre excuse pour éviter de regarder nos finances. Mes finances, en réalité, puisque je payais tout pendant qu'il économisait. Samedi est arrivé avec l'essayage de la robe de mariée d'Emma. Ma sœur se tenait sur l'estrade, resplendissante de soie et de dentelle, tandis que Marcus, son fiancé, la surprenait avec la robe Vera Wang exacte dont elle rêvait mais qu'elle jugeait trop chère. Tu mérites tout, lui a-t-il dit, et il le pensait. J'ai tourné mon annulaire nu sous les lumières fluorescentes. Emma a remarqué, bien sûr. Les sœurs remarquent toujours. Où est la bague de grand-mère, a-t-elle demandé pendant une pause. Celle avec les saphirs? Je la fais ajuster, ai-je menti. La bague avait disparu depuis 3 semaines, vendue à un prêteur sur gage pour couvrir l'assurance auto de Logan. Il avait oublié de la payer, et la laisser expirer aurait fait mauvaise impression auprès de son cabinet. Emma a étudié mon visage. Avery, ça va? Vraiment? C'est l'anniversaire de Logan demain, ai-je dit, changeant de sujet. Grande fête à la Bernardine. Chic.
Combien de personnes? 25, ses sourcils se sont haussés. Ça va coûter une fortune. 8 000 $ pour être exact. De l'argent que je n'avais pas. De l'argent que j'avais puisé dans mon fonds d'urgence. Le dernier filet de sécurité qu'il me restait. Mais Logan avait insisté. Son 35e anniversaire devait être mémorable. Il devait impressionner les associés de son cabinet. Il devait montrer à tout le monde à quel point il avait réussi. Ce soir-là, après que Logan se soit endormi à 23 heures, je me suis assise à la table de notre cuisine avec mon ordinateur portable, déplaçant de l'argent que je ne pouvais pas me permettre sur un compte qui serait vide demain. Le restaurant étoilé au Michelin voulait 2 000 $ de plus pour des accords mets et vins que Logan avait ajoutés sans me le demander. Mon reflet dans la fenêtre sombre ressemblait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Des yeux creux, une mâchoire serrée, le visage d'une femme qui avait oublié à quoi ressemblaient ses propres rêves. J'ai créé une feuille de calcul des restrictions alimentaires pour des gens que je n'avais jamais rencontrés. Sans gluten pour un certain Bradley. Végétalien pour Rebecca. Pas de fruits de mer pour Thomas. 25 étrangers qui mangeraient pour 8 000 $ de nourriture que je payais pendant que mon propre déjeuner venait d'un tiroir de bureau. L'écran de mon téléphone affichait 23h47. Dans 24 heures, je serais assise à ce restaurant, souriant et jouant la femme parfaite. Je ne savais pas encore que dans 24 heures et 13 minutes, je sortirais avec un t-shirt disant « Divorcé et libre », mon téléphone explosant d'appels, mon mariage se terminant par le même spectacle public qu'il avait soutenu. Mais à ce moment-là, je fixais simplement la carte de crédit que j'étais sur le point de maximiser et je me demandais combien de fois encore je pourrais disparaître dans la vie de quelqu'un d'autre avant de disparaître complètement de la mienne. Le soleil du matin avait à peine atteint l'après-midi quand mon téléphone a sonné. La Bernardine. La voix du directeur du restaurant était professionnellement désolée, expliquant que M. Harrison avait appelé pour ajouter des accords mets et vins premium au dîner de ce soir. Encore 2 000 $. Nous aurons besoin d'une confirmation de paiement avant le service, a-t-elle dit. Je me suis assise sur le bord de notre lit, toujours en robe de chambre, la robe émeraude suspendue à la porte du placard comme un fantôme coûteux. Logan était sous la douche, chantant faux sur ce qui était à la mode sur sa playlist d'entraînement. 2 000 $ de plus. En plus des 6 000 $ que j'avais déjà dilapidés. Ma première compagnie de carte de crédit m'a mise en attente pendant 12 minutes. La musique d'attente était une version jazzy d'une chanson pop, joyeuse et moqueuse. Quand la représentante a finalement répondu, sa voix avait cette sympathie étudiée qu'on doit leur apprendre en formation. Je suis désolé, Madame Harrison, mais vous avez atteint votre limite maximale. La deuxième compagnie a offert une augmentation de 100 $. La troisième, après avoir entendu ma voix se briser quand j'ai dit « S'il vous plaît », m'a donné 500 $. Toujours pas assez. J'ai appelé ma banque, la petite coopérative de crédit qui détenait mon prêt auto, et j'ai supplié pour une avance de fonds sur mon salaire du mois prochain. Ils m'ont donné assez pour couvrir le reste. Logan est sorti de la salle de bain en serviette, son téléphone déjà à la main. Pourquoi n'es-tu pas habillé? Nous devons partir dans 40 minutes. Le restaurant a appelé pour. Peux-tu t'en occuper? Je dois répondre à ses emails. Il n'a pas attendu de réponse, tapant déjà alors qu'il se dirigeait vers son placard. Mes mains tremblaient en appliquant du fond de teint sur les plaques d'urticaire de stress qui fleurissaient sur ma poitrine. L'anti-cerne cher, un cadeau d'anniversaire de la mère de Logan, qui avait mentionné que j'avais l'air fatigué lors de la dernière fête de Noël, ne pouvait pas tout à fait cacher les plaques rouges. Mes doigts ont tâtonné avec la brosse à mascara, laissant une tache noire sous mon œil qui a nécessité 3 cotons-tiges pour être enlevé. Tu prends une éternité, a crié Logan de la chambre. Les gens se dirigent déjà vers le restaurant. La robe émeraude s'est fermée avec difficulté. J'avais perdu du poids ces derniers mois, non pas en essayant, mais en sautant des repas pour économiser de l'argent. Pourtant, la robe me semblait plus serrée. Le stress, probablement. Tout me semblait oppressant ces derniers temps. Le collier de perles reposait dans son écrin de velours sur ma commode. Les perles de ma grand-mère, celles qu'elle avait portées à son propre mariage en 1952, celles que ma mère avait portées au sien, celles qui étaient censées être portées au mien, sauf que je m'étais marié avec Logan à la mairie parce qu'un mariage était une dépense inutile. Mes doigts ont caressé les sphères lisses avant de les attacher autour de mon cou. C'était la dernière chose de valeur que je possédais qui n'avait pas été vendue, mise en gage ou sacrifiée.
Le trajet jusqu'au restaurant a duré 20 minutes dans la BMW de Logan, celle dont je payais les mensualités tout en conduisant ma Honda de 10 ans. Il a passé tout le trajet en conférence téléphonique, me mimant occasionnellement un « désolé », tout en discutant des projections trimestrielles avec un certain Richard. La salle à manger privée de la Bernardine brillait de lumière douce et d'orchidées fraîches. 25 couverts scintillaient sur du lin crème. J'ai reconnu exactement 6 visages. Le frère de Logan, James, sa cousine Melissa, 3 personnes de sa salle de sport et son colocataire d'université, David. Les autres étaient des inconnus en costume cher et robe de cocktail. Des gens qui travaillaient avec Logan, des gens qui le connaissaient d'une manière que je ne connaissais apparemment pas, Avery, une voix de femme, claire et fausse. Natalie Brox s'est approchée dans une robe rouge qui bougeait comme de l'argent liquide. Saint-Laurent, peut-être. Certainement de cette saison. C'est si gentil de ta part d'organiser cette fête pour Logan. Il parle de toi parfois. Parfois. L'hôtesse m'a guidé jusqu'à ma place au bout de la table. Logan était assis au centre, le roi de l'anniversaire tenant sa cour avec Nathalie positionnée à sa droite. Il riait déjà de quelque chose, sa main touchant brièvement son bras, ses yeux se plissant de cette façon qu'ils avaient pour moi autrefois. Le premier plat est arrivé. Des huîtres pour lesquelles je payais apparemment $60 par personne. Et j'ai regardé Logan animer la salle. Il était magnifique à ça, je devais l'admettre. Faisant en sorte que tout le monde se sente important, racontant les bonnes blagues, se souvenant de détails de leur vie. Quand avait-il cessé de faire ça pour moi? Alors Avery, a dit la femme à côté de moi, Patricia, Paul. Logan dit que vous travaillez dans la facturation médicale. Ça doit être stable. Elle voulait dire, ça doit être ennuyeux. Elle voulait dire, ça doit être indigne de cette salle pleine d'avocats et de cadres et de gens qui ne savaient pas à quoi ressemblait une carte de crédit refusée. Les accords mets et vins ont commencé à couler. Chaque verre coûtait probablement plus que mon budget déjeuner hebdomadaire. Logan a levé son verre après le 3e plat, et mon estomac s'est noué. C'était le moment. Le moment où il me remercierait pour tout, reconnaîtrait la planification, le sacrifice, les $8000 que j'avais brûlés pour ce moment. Avant que nous ne mangions cet incroyable repas que ma femme a payé, a-t-il commencé. Et pendant une seconde, mon cœur s'est soulevé. Je dois remercier la femme qui me soutient vraiment. La salle s'est tue. 25 visages se sont tournés vers lui, puis ont suivi son regard vers Nathalie. Natalie Brox, ma workwife est la personne qui me comprend vraiment. Les applaudissements ont été immédiats. Nathalie s'est levée, s'est réellement levée, et a fait une petite révérence. Quelqu'un a sifflé. Logan la regardait avec admiration, comme si elle avait décroché la lune, et je suis resté là, les mains figées sur mon verre d'eau, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Puis il a attrapé un sac cadeau sous sa chaise. Du papier bleu poudré, du papier de soie argenté, un ruban blanc. Il s'est tourné vers moi avec ce sourire, celui dont j'étais tombé amoureuse il y a 6 ans, sauf que maintenant il semblait différent, calculé. Et pour ma vraie femme, quelque chose de spécial. Le sac était léger dans mes mains, trop léger pour des bijoux, trop léger pour quoi que ce soit de significatif. J'ai sorti le papier de soie et il était là. Du tissu noir, des lettres blanches. Divorcé et libre. Le rire m'a frappé par vagues. Quelqu'un a dit, oh mon Dieu, c'est hilarant. Une autre voix, Logan, tu es terrible. Des téléphones avec appareil photo sont apparus. Le flash de la photo de quelqu'un m'a fait cligner des yeux. Puis Nathalie s'est penchée et a embrassé la joue de Logan. Si délibéré. Son rouge à lèvres a laissé une marque rouge parfaite sur sa peau. Il ne l'a pas essuyé. J'ai plié le t-shirt avec la même précision que j'avais utilisée pour plier son linge ce matin-là. Je l'ai posé soigneusement sur la table à côté de mon assiette intacte. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Mais j'ai tourné à gauche au lieu de droite. Le comptoir de l'hôtesse était vide un instant, le personnel occupé par le service. J'ai attendu, les perles de ma grand-mère serrées contre ma gorge, jusqu'à ce que quelqu'un n'apparaisse. La table des Harrison. Je dois régler l'addition. Bien sûr, Madame Harrison. $8347. C'est ce que 3 mois de planification, une vie de sacrifice et tout mon fonds d'urgence avaient acheté. J'ai tendu ma carte de crédit, celle pour laquelle je venais de supplier d'augmenter la limite.
C'est passé, de justesse. Pourriez-vous garder le reçu pendant 5 minutes avant de le retourner à la table? Elle a hoché la tête, confuse, mais professionnelle. Le froid de l'hiver de Boston a frappé mes bras nus comme un jugement. Mon manteau était drapé sur ma chaise dans cette pièce chaude pleine de gens qui riaient encore du cadeau de Logan. Je m'en fichais. Le froid semblait honnête, réel, rien à voir avec la performance que je venais de financer. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne le coin de la rue. Le nom de Logan s'affichant sur l'écran. Une fois, 2 fois. Au moment où j'ai trouvé ma voiture, 17 fois. Au premier feu rouge, 43 appels en 5 minutes. J'ai conduit vers le seul endroit sûr que je connaissais. La lumière du Porsche d'Emma s'est allumée avant que je puisse frapper. Elle devait m'observer par la fenêtre. Un regard sur mon visage, le mascara créant des rivières noires malgré la garantie waterproof à $40, et elle m'a tiré à l'intérieur sans un mot. La chaleur de sa maison semblait étrangère après que le froid de l'hiver de Boston ait tout engourdi à l'extérieur, tandis que tout à l'intérieur brûlait. « Où est ton manteau ?» a-t-elle demandé, mais je ne pouvais pas répondre car mon téléphone hurlait. 87 appels manqués en 5 minutes depuis que je m'étais garé. Le nombre a grimpé pendant que nous regardions. 88, 89, 90. Emma m'a guidé jusqu'au sol de sa cuisine, le carrelage fraisirgent et réconfortant contre mes jambes. Elle n'a pas encore posé de questions, a juste sorti une bouteille de vin du frigo et 2 tasses à café du placard. Nous n'avions pas besoin de verre à vin pour cette conversation. Le téléphone continuait de vibrer. 97 appels maintenant. 98, tu dois répondre, a finalement dit Emma. Juste une fois. Voyons quelle excuse il a fabriquée. Mon doigt a hésité sur le nom de Logan. Appel numéro 103. J'ai mis le haut-parleur. Où es-tu? Sa voix a explosé dans la cuisine d'Emma, aiguë de panique. Tout le monde s'en va. Le personnel est confus. Tu dois revenir tout de suite et régler cette situation. En arrière-plan, j'ai entendu sa voix, celle de Nathalie, chuchoter quelque chose sur la gestion des dégâts, sur la façon de tourner le récit. Ils élaboraient une stratégie ensemble pendant que j'étais assise sur le sol de ma sœur dans une erreur à $8000. Régler quelle situation, Logan? Ma voix semblait plus stable que je ne le sentais. Ne joue pas à ça, Avery. C'était une blague. Nathalie a dit. Il s'est repris. Tout le monde est mal à l'aise. Reviens juste et on en discutera plus tard. Comme des adultes. Comme des adultes qui offrent à leurs femmes des t-shirts de divorce comme cadeau de fête. Tu es dramatique. Tu fais toujours ça. Tu amplifies tout. Emma a pris le téléphone de ma main. Elle a fini de te parler ce soir, Logan. Réessaie quand tu auras compris ce que tu as vraiment fait de mal. Elle a raccroché et a immédiatement bloqué son numéro sur mon téléphone. Voilà, maintenant bois. Le vin avait un goût de pièces de cuivre et de mauvaises décisions. Nous sommes restés assises là jusqu'à 2 heures du matin, Emma vérifiant occasionnellement mon téléphone alors que les textos affluaient de numéros inconnus. Le frère de Logan me traitant d'égoïste. Sa mère disant que j'avais gâché son jour spécial. Même Nathalie a eu l'audace d'envoyer un message. Les vraies femmes soutiennent le sens de l'humour de leur mari. Marcus nous a trouvés le lendemain matin, toujours sur le sol de la cuisine, une bouteille de vin vide entre nous. Il a évalué la scène, mon maquillage ruiné, la robe émeraude maintenant froissée au-delà de toute réparation, la fureur protectrice d'Emma, et a simplement dit « Laissez-moi faire du café ». Ensuite, nous devons parler de vos finances. 1 heure plus tard, toute ma vie financière était étalée sur leur table de salle à manger comme des preuves dans une enquête pour fraude. Marcus avait ramené son ordinateur portable du travail et une boîte de surligneurs de différentes couleurs. Il avait demandé 3 ans de relevés bancaires, de relevés de cartes de crédit, même les transactions Venmo que j'avais oubliées. Ça va être difficile à voir, a-t-il prévenu, débouchant un surligneur jaune. Le jaune signifiait les paiements de la voiture de Logan. $480 par mois pendant 36 mois. Le rose montrait ses achats de vêtements. Brooks Brothers, Hugo Boss, Nordstrom, $17 000 en 3 ans. Le vert marquait les dîners au restaurant, toujours dans des endroits que je ne pouvais pas me permettre mais qu'il insistait être nécessaires pour le réseautage. Celui-ci, a souligné Marcus dans une section surlignée en bleu. Son abonnement à la salle de sport, $200 par mois pour ce club de CrossFit en ville.
Tu le paies depuis 2 ans. Il a dit que c'était notre abonnement commun, que je pouvais y aller quand je voulais. Es-tu déjà allé? Il a dit que je ne m'y intégrerais pas, la mâchoire de Marcus s'est crispée. Il a sorti l'orange pour les dépenses familiales de Logan. Le dîner d'anniversaire de sa mère au Ritz, $1 200. Des cadeaux de Noël pour ses cousins que je n'avais jamais rencontrés, $3 000. Les frais d'initiation au club de golf de son père, $5 000. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble, ai-je chuchoté. Tu construisais. Il retirait. Marcus a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi. Pendant que tu payais tout ça, regarde son compte d'épargne. $140 000 accumulés en 3 ans pendant que je vendais des héritages familiaux et que je sautais des repas. Ce sont des biens matrimoniaux, a dit Emma, lisant par-dessus mon épaule. Chaque centime économisé pendant que tu payais ses dépenses. Nous avons besoin de Victoria Lawson, a dit Marcus, sortant déjà son téléphone. La meilleure avocate en divorce de Boston. Elle s'est occupée du cas de ma collègue quand son mari a essayé de cacher des actifs. Victoria a tout trouvé. 3 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de Victoria Lawson, au 15e étage d'un immeuble qui criait le succès. Elle n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Fin de la cinquantaine, cheveux argentés en un carré parfait, portant un jean et un blazer comme si elle n'avait rien à prouver à personne. Parlez-moi du dîner, a-t-elle dit, son stylo main blank en équilibre sur un journal en cuir. Je lui ai tout raconté. Le toast à Nathalie, le t-shirt, l'humiliation publique conçue comme un divertissement. Son stylo n'a jamais cessé de bouger. Le Massachusetts reconnaît la violence financière dans les procédures de divorce, a expliqué Victoria. La documentation que Marcus a compilée montre une exploitation économique claire. Le dîner d'anniversaire, c'est de la violence émotionnelle avec des témoins. 25 témoins. Son assistante a apporté du café dans de vraies tasses en porcelaine. Nous déposerons la demande lundi. Demanderons l'occupation exclusive de votre appartement puisqu'il est à votre nom. Gèlerons les actifs communs. Exigerons une divulgation financière complète. Et ses économies? Biens matrimoniaux. Chaque dollar économisé pendant que vous couvriez les dépenses est soumis à une distribution équitable. Elle a souri, un sourire aussi vif que l'hiver. Les hommes comme Logan pensent toujours qu'ils sont plus malins que le système. Ils ont généralement tort. J'ai signé les honoraires avec des mains qui ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis des années, je dépensais de l'argent pour quelque chose qui allait réellement me protéger. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis d'Emma, j'ai dormi comme si j'avais été drogué. 14 heures d'affilée. Pas de rêve, pas d'anxiété, juste l'inconscience. Quand je me suis réveillé, le soleil de l'après-midi filtrait à travers des rideaux que je ne reconnaissais pas. Et pendant un instant, j'ai oublié pourquoi j'étais là. La robe émeraude était suspendue à la porte du placard, nettoyée et repassée. Le mot d'Emma y était épinglé. Pour quand tu seras prête à décider quoi en faire. La brûler, la vendre, ou la porter comme une armure. C'est ton choix maintenant. J'ai passé cette soirée à faire quelque chose que j'avais évité pendant des années. Lire notre historique de texto avec un regard neuf. Les schémas sautaient aux yeux comme des enseignes au néon. Je ne peux pas venir dîner, un truc est arrivé. Ne m'attends pas, j'ai besoin que tu t'occupes des factures ce mois-ci. Grosse opportunité d'investissement, je ne peux pas la rater. Le mariage de ta sœur a l'air ennuyeux. Je vais passer. Nathalie dit que tu devrais porter quelque chose de plus professionnel aux événements de l'entreprise. Nathalie. Son nom apparaissait dans ses textos plus que le mien. Nathalie pense. Nathalie dit. Nathalie a suggéré. Mon téléphone, enfin débloqué, affichait 243 appels manqués de Logan, plus 18 messages vocaux que je n'avais jamais écoutés. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui crie pour attirer votre attention est le silence. Je l'apprenais maintenant, 3 ans trop tard, mais j'espère pas trop tard pour me sauver. Le silence que j'avais choisi comme réponse a duré exactement jusqu'au lundi matin à 6h47. C'est à ce moment-là que Logan a découvert une nouvelle stratégie, recruter son armée. Le message vocal de sa mère est arrivé en premier, son accent cultivé du Connecticut dégoulinant de déception. Avery, je suis choqué par ton comportement. Logan m'a appelé en larmes. De vraies larmes. L'abandonner à sa fête d'anniversaire pour une blague inoffensive.
ce n'est pas la belle-fille que je pensais connaître. Le mariage exige le pardon, ma chère. Appelle-le. Je l'ai fait écouter à Victoria au téléphone tout en préparant le petit déjeuner dans la cuisine d'Emma. Elle a ri, a vraiment ri. Garde tout. Le harcèlement de sa famille est de notre cas. À midi, les messages avaient évolué. Le frère de Logan, James, le banquier d'affaires qui m'avait dit un jour que j'avais de la chance que Logan ait choisi quelqu'un de si ordinaire, a envoyé un roman par SMS sur la maturité et les réactions excessives. 3 de ses collègues m'ont contacté via LinkedIn, de tous les endroits possibles, suggérant que je ne comprenais pas la culture de bureau et l'humour professionnel. Chaque message a été capturé, classé, transmis au parajuriste de Victoria, qui constituait ce qu'elle appelait le dossier de harcèlement. Logan lui-même a traversé les émotions comme une machine à laver cassée. Son message vocal de 7 heures, en colère, exigeant que je rappelle immédiatement. Celui de 10 heures, perplexe, demandant ce qu'il avait fait de si terrible. À 14 heures, des larmes, de vrais reniflements sur le fait qu'il ne pouvait pas se concentrer au travail, que tout le monde n'arrêtait pas de demander où j'étais. « Tu nous détruis pour rien », a-t-il dit dans le message numéro 17. Nathalie pense que tu fais une sorte de dépression. Nathalie, toujours Nathalie. Son message est arrivé à 2 heures du matin, mardi. J'étais réveillé, fixant le plafond de la chambre d'amis d'Emma quand mon téléphone s'est allumé avec une notification Instagram. Une demande de message de Nathalie Brox. Et ça a commencé par une fausse sollicitude. Salut Avery, je voulais te contacter de femme à femme. Puis ça a changé, a montré ses dents. Je comprends ta peine, mais tu dois comprendre que Logan va loin. Il a besoin d'une partenaire qui puisse égaler son ambition. Quelqu'un qui comprend que le succès exige des sacrifices et un sens de l'humour. Ton insécurité le freine depuis des mois. Nous en avons longuement parlé. Nous en avons parlé. Le dîner d'anniversaire était censé être léger, une façon de briser la tension que tout le monde ressent quand tu es là. Tu mets les gens mal à l'aise avec ton intensité à propos de l'argent. Une vraie femme aurait ri, montré qu'elle était assez confiante pour accepter une blague. Au lieu de ça, tu as prouvé exactement ce que Logan disait. Tu n'es pas équipé pour son monde. Elle a terminé par « J'espère que tu obtiendras l'aide dont tu as clairement besoin ». Je l'ai lu 3 fois, chaque mot un petit couteau. Puis je l'ai transmis à Victoria avec pour objet « preuve d'adultère ». Victoria a appelé immédiatement malgré l'heure. C'est de l'or. Elle admet des conversations privées sur votre mariage, vous sapant auprès de votre mari, orchestrant une humiliation publique. Imprime ça. Sauvegarde-le. Cette femme vient de nous faire un cadeau. Mercredi matin, j'avais besoin de bouger mon corps ou j'allais imploser. Le 1K sur une Huntington Avenue coûtait $35 par mois, contre les $200 de l'abonnement CrossFit de Logan. Il l'avait qualifié d'« embarrassant », là où les gens qui ont abandonné vont faire semblant de faire de l'exercice. Le tapis de course faisait face à un mur de miroir. Pour la première fois depuis des années, je me suis vraiment regardé courir, sans critiquer, sans me comparer aux femmes parfaites d'Instagram de la salle de sport de Logan, juste en observant. Mon corps était fort. Il m'avait porté à travers 3 ans de travail émotionnel, de stress financier, de critiques constantes. Mon visage, sans le maquillage cher que j'avais porté comme une armure, semblait plus jeune, d'une certaine manière. Belle posture, a dit une voix à côté de moi. Une femme d'environ 70 ans, cheveux argentés en un chignon parfait, bras dessinés comme ceux d'une nageuse. Je suis Diane. Je ne vous ai jamais vu ici. C'est la première fois, ai-je réussi à dire entre 2 respirations. Avery. Je recommence à 0. Elle n'a pas attendu de réponse. Je reconnais ce regard. Je l'avais moi-même à 32 ans quand j'ai divorcé d'Harold. Je pensais que ma vie était finie. Il s'est avéré qu'elle ne faisait que commencer. Elle m'a parlé des 40 années qui ont suivi. La Thaïlande, le Maroc, l'Alaska. Des cours de photographie à Paris. Apprendre le tango à Buenos Aires à 65 ans. Harold disait que voyager était du gaspillage. Maintenant, je vais où je veux, quand je veux. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait, c'est dans ma propre liberté. Elle m'a laissé avec un clin d'œil et sa carte. Elle était blogueuse de voyage maintenant, à 73 ans. Pour quand tu seras prête à voir ce qu'il y a dehors. Cet après-midi-là,
j'étais assise dans le bureau à domicile d'Emma avec des boîtes de documents que Victoria avait demandées, déclaration d'impôt, relevé bancaire, police d'assurance. Logan s'était toujours occupé de notre système de classement, insistant sur le fait qu'il était meilleur en organisation. Ce que j'ai trouvé dans un dossier intitulé « Investissement » m'a fait tomber des nues. Un compte que je n'avais jamais vu. Ouvert il y a 2 ans dans une banque que nous n'utilisions pas. Les relevés montraient des dépôts automatiques depuis le compte courant de Logan. Le compte que je pensais être pour nos dépenses communes. 89 000 $ accumulés pendant que je vendais les bijoux de ma grand-mère, que je sautais des déjeuners, que je faisais des achats anxieux dans des magasins à $1 pour les courses. La transaction la plus récente était datée d'une semaine avant son dîner d'anniversaire. 3 000 $ transférés. Description, cadeau NB. Nathalie Brox. Il lui avait donné 3 000 $ pendant que je suppliais les compagnies de cartes de crédit d'augmenter mes limites pour sa fête. J'ai appelé Victoria immédiatement. Pouvez-vous venir au bureau? Apportez tout. 1 heure plus tard, j'étais assise dans sa salle de conférence pendant qu'elle et son parajuriste parcouraient les relevés avec l'excitation d'archéologues trouvant un trésor enfoui. Ça change tout, a dit Victoria. Il a délibérément caché des actifs tout en vous regardant vous endetter. Le virement à Nathalie. Soit-il la paix pour quelque chose, soit c'est la preuve d'une relation inappropriée. Quoi qu'il en soit, c'est une infidélité financière en plus de tout le reste. Logan a appelé pendant que nous documentions tout. Victoria a attrapé mon téléphone. Laisse-moi faire. Elle l'a mis sur haut-parleur. Monsieur Harrison, c'est Victoria Lawson, l'avocate de Madame Harrison. Toute communication doit maintenant passer par les canaux légaux. Son avocate? Tu es sérieuse, Avery? Pour une blague? Monsieur Harrison, je vous conseille de prendre un avocat. Vous recevrez bientôt des papiers. C'est insensé. Avery, s'il te plaît. Victoria a raccroché. C'est la dernière fois que vous entendrez sa voix sans un avocat présent. Je vous le promets. Ce soir-là, j'étais assise avec Emma et Marcus, leur montrant les relevés de compte cachés. Marcus a sifflé bas. Il t'a mené en bateau tout en construisant son filet de sécurité. Construit avec mon argent, essentiellement, ai-je dit, surprise de la stabilité de ma voix. Pendant que je payais toutes ses dépenses, il économisait chaque centime. Emma s'est penchée et m'a serré la main. Plus maintenant. Mon téléphone affichait 57 nouveaux messages des divers spires de Logan. Sa mère, son frère, des cousins que j'avais rencontrés une fois, des amis qui avaient ri au dîner d'anniversaire, tous chantant la même chanson sur les réactions excessives, les malentendus, les simples blagues prises trop au sérieux. Mais mêlé à cela, il y avait d'autres messages. Des femmes qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé via le réseau de ragots de Boston. Elles partageaient leurs propres histoires, des maris qui les avaient humiliés publiquement, des partenaires qui les avaient vidés financièrement, la lente reconnaissance que l'amour ne devrait pas coûter tout ce que l'on a. Un message s'est démarqué, d'un numéro que je ne reconnaissais pas, j'étais au dîner. Ce qu'il a fait était cruel. Vous méritez mieux. Nous savions tous que c'était mal, mais personne n'a parlé. Je suis désolé. Ce message anonyme de quelqu'un au dîner m'est resté en tête toute la nuit. Quelqu'un avait vu la cruauté et l'avait reconnu, même s'il était resté silencieux. Cela a fait que ce qui allait suivre semblait moins une vengeance et plus une justice. Victoria a appelé jeudi matin avec une joie à peine contenue. Demain à 10 heures. La réunion hebdomadaire des associés de son cabinet. Tout le monde sera là. Tu es sûr de ça? Une humiliation publique mérite une réponse publique. De plus, la loi du Massachusetts exige une signification en personne. Nous nous assurons simplement que cela se produise à un moment opportun. L'huissier de justice engagé par Victoria ressemblait à la grand-mère de tout le monde, cheveux gris et boucles douces, un cardigan avec des boutons en forme de chat, le genre de visage qui passe la sécurité sans question. Elle s'appelait Dorothy et faisait ça depuis 30 ans. Ne t'inquiète pas, ma chérie, m'a dit Dorothy au téléphone. J'ai signifié des papiers à de plus gros poissons que ton mari. Ils réagissent tous de la même manière, comme s'ils n'avaient jamais pensé que les conséquences les rattraperaient. Je n'ai pas pu dormir jeudi soir, sachant ce qui allait se passer le matin. À 3 heures du matin, j'ai abandonné et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le curseur clignotait sur une page blanche et soudain, les mots ont commencé à affluer. Le coût réel de l'amour, ai-je tapé comme titre.
Puis j'ai écrit sur les 47 $ de mon compte courant tout en payant les ingrédients de son smoothie. Sur ma carte refusée pour une salade à 6 $ pendant qu'il dînait avec des clients aux frais de l'entreprise. Sur la vente de la bague de ma grand-mère pour payer son assurance auto. Sur les 8 000 $ pour un dîner d'anniversaire où j'étais la risée. J'ai écrit sur la violence financière déguisée en partenariat, sur les femmes qui financent leur propre effacement, sur le moment où l'on réalise qu'on a payé quelqu'un pour nous diminuer. À 4h47, j'ai cliqué sur « Publier » sur la plateforme de blog gratuite qu'Emma avait suggérée. Je m'attendais à ce qu'elle le lise, peut-être. Que Marcus m'envoie des textos de soutien sur mon courage. À 7 heures, il y avait 43 commentaires. Des femmes partageant leurs propres histoires. Des cartes de crédit maximisées pour les loisirs de leur mari. Des héritages dilapidés pour les entreprises de leur petite amie. Des économies vidées pour les rêves de leurs partenaires pendant que les leurs dépérissaient. À midi, après que Dorothy ait fait son travail, il y avait 300 commentaires. Le message avait été partagé 200 fois. Mon téléphone a vibré avec des notifications. Je n'ai pas compris ce qu'était une attaque de repos. Pourquoi des étrangers me suivaient-ils? Mais d'abord, le rapport de Dorothy. Il était en pleine présentation quand je suis entré. Un PowerPoint sur les projections trimestrielles toujours à l'écran. J'ai annoncé le papier de divorce pour Logan Harrison. Clairement. Il est devenu blanc puis rouge puis a essayé de dire qu'il y avait une erreur. C'est là que son collègue a souligné que je tenais des documents juridiques, pas un télégramme d'anniversaire. Était-elle là? Nathalie. Assise à 3 sièges de lui. Elle est devenue pâle comme un fantôme quand j'ai dit divorce. La sécurité m'a escorté très poliment, mais pas avant que tout le monde ait bien vu. Ce bureau parlera de ça pendant des mois. Mardi soir, 5 jours après le dîner d'anniversaire, Logan s'est présenté chez Emma. Je l'ai vu à travers le Judas, costume froissé, cheveux en désordre, tenant des œillets de l'épicerie, du genre qui coûte 4,99 $ et vient emballé dans du cellophane. Emma se tenait derrière moi. Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais. Mais j'ai quand même ouvert la porte, en restant derrière la moustiquaire. Mon téléphone enregistrait déjà dans ma poche. Avery. Sa voix s'est brisée sur mon nom. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Alors parle. Il s'est lancé dans ce qui ressemblait à un discours répété. A commencer par des larmes, de vraies larmes, sur le fait qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Et passer à la colère sur la scène à son bureau, comment je l'avais humilié. Puis la négociation, les promesses de thérapie, de changement, de faire mieux. J'irai en thérapie, a-t-il dit. Thérapie de couple, thérapie individuelle, tout ce que tu veux. Ce que je voulais, c'était un partenaire qui n'avait pas besoin de thérapie pour apprendre à ne pas m'humilier. C'était une blague. Nathalie a dit. Il s'est repris, mais le mal était fait. Nathalie a dit quoi, Logan? Son visage a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur la défensive. Elle me comprend. Elle comprend mon humour, mon ambition. Tu as toujours été si sérieuse à propos de tout. Si inquiète pour l'argent, pour les apparences. Je m'inquiétais pour l'argent parce que je finançais toute ta vie pendant que tu économisais chaque centime. Ce n'est pas, je construisais notre avenir. Dans un compte secret avec des virements à Nathalie? Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Tu as fouillé dans mes documents privés. Nos documents financiers. Pour notre avocate en divorce. Il s'est avancé et j'ai reculé, gardant la moustiquaire entre nous. Avery, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu détruis tout pour une mauvaise soirée. Non, Logan. Tu as tout détruit. Je refuse juste de payer pour le nettoyage. Emma est apparue à côté de moi. Tu dois partir. Maintenant, ou j'appelle la police. Il a regardé entre nous deux, son visage passant par des tactiques de manipulation comme une machine à sous, cherchant la combinaison gagnante. Finalement, il a posé les œillets sur le porche, toujours dans leur emballage de cellophane, et s'est éloigné. Mercredi matin, Victoria m'a transmis un email avec pour objet « C'est Noël avant l'heure ». Quelqu'un avait envoyé mon article de blog au service des ressources humaines de Logan. En pièce jointe, une note. Ceci décrit un employé de votre entreprise. Le dîner d'anniversaire mentionné impliquait une autre employée, Nathalie Brox.
Je pensais que vous devriez être au courant d'une éventuelle conduite inappropriée sur le lieu de travail. Dans l'après-midi, l'entreprise de Logan a lancé une enquête. Victoria y avait un contact qui lui a dit que des collègues se souvenaient soudainement de choses, des déjeuners intimes, des réunions à huis clos, la façon dont Nathalie semblait toujours connaître l'emploi du temps de Logan mieux que son assistante. La meilleure partie, a dit Victoria au téléphone. Ils enquêtent sur le virement de $3000. S'il a utilisé des ressources de l'entreprise, son ordinateur de travail, son téléphone d'entreprise, même son temps de travail, pour transférer de l'argent à une subordonnée avec qui il est potentiellement impliqué, c'est un motif de licenciement. Mon blog a continué de croître. 1000 partages. 20 000 femmes me contactant avec leurs histoires, des avocats offrant des conseils, des conseillers financiers expliquant la violence économique. Quelqu'un a lancé un hashtag, le coût réel de l'amour. Jeudi, un message d'une source inattendue. La cousine de Logan, Melissa, qui était au dîner d'anniversaire. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. Nous savions tous que c'était mal, mais Logan a toujours été le golden boy de la famille, et tout le monde suit ce qu'il fait. Je suis désolé. Tu méritais mieux. Nous le savions tous, et nous sommes restés silencieux. C'est de notre faute. Vendredi, une semaine après le dîner qui a tout changé, ma vie s'était scindée en un avant et un après. Avant, j'étais invisible, finançant la vie de quelqu'un d'autre pendant que la mienne disparaissait. Après, j'étais éveillée, consciente, et enfin je me battais pour moi-même. Logan avait appelé 347 fois au total depuis cette nuit-là. J'avais répondu une fois. Le nombre semblait significatif, d'une certaine manière. 347 tentatives pour reprendre le contrôle. 347 échecs à comprendre que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées avec des fleurs de l'épicerie et des promesses de changement. Victoria a appelé ce soir-là avec une mise à jour. Son avocat a pris contact. Ils veulent négocier. Il semble que l'enquête des RH ne se passe pas bien pour lui. Que veulent-ils? Ce qu'ils veulent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce à quoi tu as droit. Et ma chérie, c'est bien plus que ce qu'ils veulent admettre. Je suis restée assise dans la chambre d'amis d'Emma cette nuit-là, lisant les commentaires sur mon blog. Chaque femme partageant son histoire de manipulation financière, de violence émotionnelle, d'humiliation publique transformée en survie privée. Nous construisions quelque chose ensemble. Un chœur de voix disant la même chose. Nous méritons mieux. Nous valons plus que les factures que nous avons payées et les rêves que nous avons financés. La salle de médiation sentait le cuir et la déception. La table de conférence de Victoria s'étendait entre deux mondes. Logan et son avocat d'un côté, Victoria et moi de l'autre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le dîner d'anniversaire, et nous étions assis là, à déterminer le prix de 3 ans de mariage. L'avocat de Logan, un homme nommé Richard Steinberg, qui portait des boutons de manchette valant plus que mon salaire mensuel, a fait glisser un papier sur la table avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu. Mon client est prêt à être généreux, a-t-il commencé, sa voix douce comme de l'huile. Madame Harrison garde ses effets personnels et ses dettes. Monsieur Harrison conserve ses économies accumulées grâce à son travail acharné et à sa discipline financière. Logan a même hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Il portait son plus beau costume, celui couleur charbon que je lui avais acheté pour Noël dernier avec de l'argent que je n'avais pas. J'ai gagné cet argent, a dit Logan, me regardant directement pour la première fois depuis notre entrée dans la pièce. Chaque centime vient de mon salaire. Victoria n'a même pas cligné des yeux. Elle a sorti de son portefeuille en cuir le rapport d'expertise comptable de Marcus, relié et ongleté comme une preuve dans un procès pour meurtre. Ce qui, d'une certaine manière, l'était, la preuve du meurtre de ma sécurité financière. 127 000 $, a-t-elle dit en le faisant glisser sur la table. C'est ce que Madame Harrison a payé en dépenses pour Monsieur Harrison en 3 ans. Avec les intérêts calculés au taux du marché, c'est plus proche de 135 000 $. Elle a tourné à une section marquée. Paiement de voiture, assurance, vêtements, repas, abonnement à la salle de sport, cadeaux familiaux, même les dîners d'anniversaire de sa mère. Tout a été payé avec les revenus de Madame Harrison pendant que Monsieur Harrison économisait l'intégralité de son salaire à 6 chiffres. Le visage de Richard Steinberg n'a pas changé, mais celui de Logan si. La suffisance s'est vidée comme l'eau d'une baignoire. De plus, a poursuivi Victoria,
il y a la question des 89 000 $ sur le compte caché et du virement de 3 000 $ à Natalie Brox daté d'une semaine avant le dîner d'anniversaire. Nous avons besoin d'une suspension de séance, a dit rapidement Steinberg. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a répondu Victoria. Les chiffres ne changeront pas. Pendant qu'ils se concertaient dans le couloir, je suis restée assise là, fixant la vue du port de Boston depuis la salle de conférence. Des navires entrant et sortant, transportant des choses vers de nouveaux endroits, commençant des voyages, en terminant d'autres. La main de Victoria a touché mon épaule. Ça va? Il pense vraiment qu'il a gagné cet argent. Il croit vraiment que je n'ai rien contribué. Les hommes comme Logan le font toujours. C'est pourquoi nous documentons tout. Quand ils sont revenus, Logan ne voulait pas me regarder. La proposition de Steinberg avait changé, mais pas assez. Ils étaient passés de l'insultant au simplement inadéquat. Victoria se préparait pour le deuxième round quand mon téléphone a vibré. Emma textant d'urgence. Maman est là. Ma mère, Hélène, avait conduit 14 heures depuis la Floride sans prévenir personne. Je l'ai trouvée dans le salon d'Emma, semblant plus petite que dans mes souvenirs. Plus âgée aussi. Nous ne nous étions pas parlé depuis 6 mois. Pas depuis que j'avais annulé ma visite parce que Logan avait besoin que j'assiste au gala de son entreprise. J'ai lu ton blog, a-t-elle dit au lieu de bonjour. Le silence s'est étiré entre nous comme toutes les années de choses non dites. Assieds-toi, a-t-elle dit, tapotant le canapé à côté d'elle. Je dois te dire quelque chose. Autour d'un thé qu'Emma avait tranquillement préparé et nous avait laissé boire, ma mère m'a raconté son histoire. Comment elle avait travaillé 2 emplois pour payer les études de droit de mon père. Comment elle avait renoncé à sa bourse pour étudier l'art en Italie parce qu'il disait que le mariage était plus important. Comment elle avait passé 30 ans à financer ses rêves, son cabinet d'avocat, ses abonnements au club de golf, sa liaison qu'elle faisait semblant d'ignorer. Je me suis dit que c'était de l'amour, a-t-elle dit, ses mains enroulées autour de la tasse comme si elle pouvait réchauffer plus que ses doigts. Le sacrifice signifiait l'amour. Plus je renonçais, plus cela prouvait que je l'aimais. Mais tu avais l'air heureuse, ai-je dit, me souvenant des dîners de famille où elle souriait, servait et ne se plaignait jamais. Je suis devenu très doué pour faire semblant. Sa voix s'est brisée. Quand ton père est mort, j'avais 65 ans. 65 ans et je n'étais jamais allé à Paris. Je n'avais jamais rien peint juste pour moi. Je n'avais jamais acheté une robe sans me demander s'il l'approuverait. Elle a sorti son téléphone, me montrant des photos des 5 dernières années. Hélène à Paris. Enfin. Hélène a un cours de poterie à Sedona. Hélène riant avec des amis que je n'avais jamais rencontrés sur une plage au Portugal. 5 ans de vie, a-t-elle dit. Après 30 ans d'existence. N'attends pas la permission, Avery. N'attends pas qu'il meure ou partout change. Donne-toi la permission maintenant. Nous nous sommes tenus dans les bras l'une de l'autre alors, pleurant toutes les deux pour les années que nous avions perdues à cause d'hommes qui nous voyaient comme des seconds rôles dans leurs histoires. Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Une voix de femme, chaleureuse et professionnelle. Est-ce Avery Harrison? Je suis Jennifer Wu, une agente littéraire. Je suis votre blog. 20 000 partages. C'est ce que, le coût réel de l'amour, avait atteint. Jennifer voulait parler de contrats de livres, de conférences, de transformer mon histoire en quelque chose de plus grand. Je reçois aussi des demandes des médias, a-t-elle dit. Podcast, magazine, votre histoire résonne. J'ai accepté une interview, un petit podcast intitulé « Divorcé et épanoui », dirigé par une avocate en droit de la famille nommée Diane Walsh. L'enregistrement a eu lieu via Zoom depuis la chambre d'amis d'Emma, ma voix tremblante en me présentant. Mais alors que je parlais du dîner d'anniversaire, de la violence financière, du moment où j'ai réalisé que j'avais financé mon propre effacement, ma voix s'est affermie, et devenue plus forte. La violence financière est toujours une violence, ai-je dit, surprise de ma propre clarté. Quand quelqu'un vous regarde lutter pendant qu'il économise, c'est de la violence. Quand il vous laisse sauter des repas pour qu'il puisse bien manger, c'est de la violence. Quand il vous fait sentir reconnaissante d'être autorisé à payer ses factures, c'est de la violence. L'interview a été mise en ligne jeudi matin. Vendredi soir, elle avait 40 000 téléchargements. Des messages ont afflué de femmes qui avaient vécu la même histoire, qui avaient financé leur propre diminution, à qui on avait dit qu'elles avaient de la chance d'être choisies. Mais l'univers n'avait pas fini de rendre justice.
Vendredi à 16h, Victoria a appelé avec une nouvelle qui m'a fait m'asseoir sur le sol de la cuisine d'Emma. Les RH ont conclu leur enquête. Nathalie Brox a été transférée au bureau du Delaware, avec effet immédiat. Logan a été mis en congé administratif en attendant un examen plus approfondi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sécurité l'a escorté avec une boîte en carton pendant que ses collègues regardaient. Ses cartes d'accès ont été désactivées. Son assistante emballe déjà son bureau d'angle. Je pensais que je serais triomphante. Au lieu de ça, je me sentais vide. Pas triste, pas heureuse, juste vide. Comme si je regardais la fin d'un film que j'avais été forcé de subir trop longtemps. Il y a plus, a poursuivi Victoria. Son avocat a appelé. Ils veulent un accord. Le véritable accord cette fois. La moitié des économies cachées plus un soutien mensuel pendant 2 ans, plus la prise en charge de toutes les dettes conjugales. Pourquoi maintenant? Parce que Logan sent son travail, sent sa réputation, sent son image. Ce Logan-là sait qu'il ne peut pas gagner. La fierté coûte cher quand on est au chômage. Je suis resté assise là, sur le sol de la cuisine d'Emma, téléphone à la main, pensant au karma et au coût. Au prix payé et aux factures qui arrivent à échéance. À ma mère qui vivait enfin à 70 ans. Aux femmes qui lisaient mon blog et trouvaient leur propre voix. À Nathalie qui faisait ses valises pour le Delaware. À Logan qui transportait sa boîte de fourniture de bureau jusqu'à sa BMW que je payais depuis 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la balance s'équilibre. Je me tenais devant le miroir du bureau de Victoria, ajustant la robe émeraude que j'avais portée au dîner d'anniversaire de Logan. La même robe dans laquelle je m'étais caché pour une humiliation à $8 000. Emma avait suggéré de la brûler, mais j'avais d'autres projets. Aujourd'hui, elle serait témoin d'un autre type de transaction. Prête, a demandé Victoria, me tendant un verre d'eau. À travers les parois vitrées de la salle de conférence, je pouvais voir Logan déjà assis avec Richard Steinberg. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, son costume flottant sur une silhouette qui avait perdu la confiance sculptée par la salle de sport. 3 mois sans son abonnement à $200 au CrossFit se voyait. Finissons en, ai-je dit. Les papiers étaient déjà préparés. 43 pages détaillant la division des actifs, les paiements de pensions alimentaires mensuelles, la prise en charge des dettes. Victoria s'était battue pour chaque centime et avait gagné la plupart d'entre eux. La main de Logan tremblait alors qu'il signait son nom, ligne après ligne. 44 500 $ de son compte caché, transférés immédiatement. $2 000 par mois de pension pendant 24 mois. Toutes les dettes de carte de crédit à son nom. Sa BMW, que j'avais payée, maintenant officiellement à moi pour la vendre. Quand il a signé la dernière page, son stylo a glissé, créant une petite tache d'encre sur la surface polie de la table de conférence. Il l'a regardé comme si c'était du sang. Cette blague à ton dîner d'anniversaire, ai-je dit, ma voix aussi stable que ses mains ne l'étaient pas, t'a coûté tout ce que tu as économisé pendant que je payais ta vie. Le rire en valait-il la peine? Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis s'est reculé de la table et est parti sans un mot. Steinberg a rassemblé les papiers, a hoché la tête professionnellement, et a suivi son client. Victoria a fait sauter le bouchon de champagne. Du vrai champagne, pas celui du supermarché que Logan achetait quand il voulait paraître attentionné. Tu l'as fait. Tu es libre. Libre. Le mot semblait à la fois étranger et familier. Cet après-midi-là, je me suis assise à une autre table. Ma vieille table de cuisine dans l'appartement que Logan avait qualifié d'« embarrassant ». Celui dont il avait dit qu'il était trop bon marché pour recevoir, avec sa patte bancale que j'avais calée avec un journal plié. Jennifer Wu avait envoyé le contrat d'édition pour mon livre, Le coup de partir, guide de survie financière. L'avance était de $90 000, plus que ce que Logan gagnait en un an au travail qu'il n'avait plus. Je l'ai signé avec le même stylo que j'avais utilisé pour tous ses reçus de cartes de crédit. Celui qui avait signé pour ses dîners d'anniversaire, ses costumes, son abonnement à la salle de sport. Maintenant, chaque trait d'encre construisait mon avenir au lieu de financer son confort. Mon téléphone a sonné alors que j'adressais l'enveloppe pour renvoyer le contrat. L'identification de l'appelant affichait la Bernardine, le restaurant où tout s'était brisé. Madame Harrison, c'est James, le directeur général. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé lors du dîner d'anniversaire que vous aviez organisé chez nous. Mon estomac s'est noué. Comment les histoires ont fait le tour de notre secteur.
Nous sommes fiers de créer des expériences significatives et d'apprendre que notre lieu a été utilisé pour. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Une situation aussi cruelle nous perturbe grandement. Il a offert quelque chose que je n'attendais pas. Un dîner gratuit pour le lancement de mon livre. La même salle privée. Une chance de réécrire le souvenir. C'est très gentil, ai-je dit, et je le pensais. Mais je n'investis plus que dans des expériences qui investissent en moi. Cette salle, ce restaurant, a rempli son objectif. Il m'a appris ce que je valais à ses yeux, et plus important encore, ce que je vaux au mien. Je comprends parfaitement. Nous permettriez-vous de faire un don à une œuvre de charité de votre choix à la place? Nous nous sommes mis d'accord sur un programme d'alphabétisation financière pour les femmes, quelque chose de bien issu de quelque chose de terrible. 3 semaines plus tard, un jeudi soir qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, j'ai entendu des pas dans les escaliers de mon appartement. Des pas familiers, la démarche légèrement inégale de Logan due à une vieille blessure au football dont il aimait raconter l'histoire. J'ai regardé à travers le Judas. Il se tenait là en jean et t-shirt froissé, ne ressemblant en rien à l'homme qui portait des costumes de créateur que j'avais payés. Ses yeux étaient creux, cernés. Il avait encore perdu du poids. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne. Que veux-tu, Logan? Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Nous n'avons rien à nous dire. Nathalie est partie. Les mots sont sortis comme une confession sous la menace d'une arme. Dès que mon argent s'est épuisé, elle est revenue du Delaware. A dit que je n'étais pas celui qu'elle pensait. A dit que je n'avais pas l'ambition qui l'avait attirée. Je n'ai rien dit. Sa douleur n'était plus à moi d'apaiser. Es-tu heureuse, a-t-il soudain demandé, la voix rauque. Es-tu heureuse d'avoir détruit ma vie? Ma carrière, tout ce que j'ai construit. Tout ce que tu as construit, ai-je répété, goûtant l'ironie. Avec l'argent de qui, Logan? Les sacrifices de qui? Qui a sauté des repas, vendu des bijoux et maximisé des cartes de crédit? J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Maintenant, tu en subis les conséquences. Ce n'est pas moi qui détruis ta vie. C'est ta vie qui te rattrape. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte comme s'il allait s'effondrer. Je t'aimais, tu sais, à ma manière. Ta manière impliquait de m'humilier publiquement pendant que je payais pour le privilège. Ce n'est pas de l'amour, Logan. C'est de l'exploitation avec des dîners d'anniversaire. Alors c'est tout. 3 ans et c'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça que ça s'est terminé il y a 6 mois. Tu arrives juste à la conclusion à laquelle j'étais déjà parvenu. J'ai commencé à fermer la porte. Au revoir, Logan. Avery, attends. J'ai fermé la porte sur ses mots, sur sa présence, sur toute l'histoire étouffante de nous. À travers le Judas, je l'ai regardé se tenir là encore une minute avant de finalement s'éloigner, les épaules courbées vers l'intérieur comme des parenthèses autour de rien. Mon téléphone a vibré. Emma textant. Diane de ta salle de sport a appelé, elle veut t'emmener déjeuner demain pour fêter le contrat du livre. Quelque chose sur des histoires de voyage et de nouveaux départs. J'ai répondu, oui, puis je me suis fait un thé dans ma petite cuisine avec sa table bon marché et sa pâte bancale. L'appartement était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement du radiateur. Personne ne demandant où était son smoothie. Personne ne se plaignant des meubles. Personne ne me faisant me sentir plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. La robe émeraude était suspendue dans mon placard. Plus un costume de prétention, mais une armure de survie. Les papiers du divorce reposaient dans mon classeur, 43 pages qui avaient transféré plus que de l'argent. Elles avaient transféré le pouvoir. Le contrat du livre attendait sur mon bureau, prêt à être posté le matin. J'ai pensé à la vengeance, à savoir si cela comptait. Logan avait perdu son travail, sa réputation, sa petite amie, ses économies. Mais je n'avais rien orchestré. J'avais simplement cessé de payer pour le spectacle, et sans financement, la performance s'était effondrée. La vraie vengeance n'était pas dans ce qu'il avait perdu. Elle était dans ce que j'avais gagné. Ma voix, à travers le blog qui avait aidé des milliers de femmes à reconnaître leur propre exploitation. Mon histoire, devenant maintenant un livre qui en aiderait davantage. Ma liberté, rachetée avec la même détermination qui avait autrefois payé ses factures. Demain, Jennifer annoncerait le contrat du livre. Le mois prochain, je ferai une conférence pour le programme d'alphabétisation financière.
L'année prochaine, qui sait? Peut-être que je prendrai enfin ce cours d'art que ma mère n'a jamais pu prendre. Peut-être que je voyagerai à Paris avant 70 ans. Le thé était parfait, ni trop chaud, ni trop sucré, exactement comme je l'aimais. Aucune préférence d'autrui à considérer. Aucun goût d'autrui à accommoder. Le matin de ma première étape de la tournée du livre, je me tenais dans la salle de bain de mon appartement, me brossant les dents qui ne grinçaient plus à cause du stress. 8 mois s'étaient écoulés depuis que Logan était parti de ma porte. 8 mois de reconstruction qui ont commencé avec un thé pour une et ont mené à cela. Parler à Porter Square Books devant 200 femmes qui avaient précommandé, le coup de partir. L'espace événementiel de la librairie débordait de chaises pliantes. Des femmes de tous âges les remplissaient. Certaines serrant leurs propres papiers de divorce. D'autres tenant la main d'amis qui les avaient entraînées ici. Quelques-unes avec des filles adolescentes. Elles voulaient entendre ce message avant d'en avoir besoin. J'ai ouvert au chapitre 3, le chapitre du dîner d'anniversaire. Mes mains stables sur le pupitre. Il m'a tendu un t-shirt qui disait « Divorcé et libre ». Pendant que 50 personnes riaient, ai-je lu, ma voix portant jusqu'au dernier rang. J'avais payé $8000 pour devenir la risée de sa blague. Personne n'a ri ici. Plusieurs femmes ont essuyé leurs yeux. Après la lecture, la file d'attente s'étendait autour du magasin. Chaque femme avait une histoire. Rebecca m'a montré des relevés bancaires où elle avait payé les prêts étudiants en droit de son petit ami pendant qu'il se plaignait de sa cuisine. Diane a apporté des captures d'écran de demande Venmo d'un ex qui avait détaillé leur rendez-vous mais n'avait jamais offert de payer. Margaret, 73 ans, m'a simplement serré la main et a dit, 40 ans trop tard pour moi, mais pas pour ma petite fille. Nous ne partagions plus seulement des histoires. Nous construisions quelque chose, un réseau de compréhension que la violence financière n'était pas une question d'argent. C'était une question de pouvoir, de diminution. L'érosion lente de l'estime de soi, transaction par transaction. 2 semaines plus tard, c'était le mariage d'Emma. Elle avait insisté pour une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Rien à voir avec la production que Logan aurait exigée. Je me tenais à ses côtés comme demoiselle d'honneur, portant une robe saphir que j'avais achetée avec mon propre argent. Pas en solde, pas à crédit. Je suis simplement entré chez Nordstrom et j'ai payé le plein prix parce que je la voulais. Marcus attendait à l'hôtel, les larmes coulant déjà avant même qu'Emma n'apparaisse. C'est ce que Logan n'a jamais compris. La vraie force signifiait être vulnérable avec son partenaire, pas jouer la vulnérabilité à ses dépens. Quand est venu le temps de mon discours, je n'ai pas raconté de blagues ou d'histoires embarrassantes. J'ai parlé de partenariat. Emma et Marcus nous montrent à quoi ressemble vraiment le soutien, ai-je dit, croisant le regard d'Emma alors qu'elle tenait la main de Marcus. Pas une personne qui est l'échelle pendant que l'autre grimpe, mais 2 personnes qui s'élèvent mutuellement. Pas une personne qui finance des rêves pendant que les siens meurent, mais 2 personnes qui investissent dans un avenir commun. J'ai regardé Marcus. Merci de voir ma sœur comme une égale, pas un accessoire. De comprendre que son succès ne diminue pas le tien, de ne jamais la rendre plus petite pour que tu puisses te sentir plus grand. Emma pleurait, mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'elle avait versées sur le sol de sa cuisine 8 mois auparavant. C'étaient des larmes de joie, de reconnaissance, de voir un amour qui se multipliait au lieu de se diviser. Au partenariat qui nous rende plus nous-mêmes, ai-je levé mon verre, pas moins. Mon appartement s'était transformé au fil des mois. La table de cuisine bancale contenait maintenant des fleurs fraîches que j'achetais moi-même tous les vendredis. Les murs affichaient mes propres œuvres d'art. Des aquarelles que j'avais enfin recommencé à peindre à 5 heures du matin, ce moment sacré qui m'appartenait à nouveau. Au-dessus de mon bureau était accroché le cadeau d'anniversaire qui a tout changé. Le t-shirt, divorcé et libre, encadré professionnellement avec du verre de musée. Une petite plaque de laiton en dessous. Le cadeau qui m'a rendu ma vie. Pendant les interviews vidéo pour la tournée du livre, les journalistes me posaient toujours des questions à ce sujet. Pourquoi le garder? Pourquoi exposer quelque chose de si cruel? Parce que ce n'est plus cruel, expliquai-je. C'est la preuve d'une transformation. Il le voulait comme une humiliation. Je l'ai transformé en libération. Chaque fois que je le vois, je me souviens que le pire moment de mon mariage est devenu le premier moment de ma liberté. Une intervieweuse, une femme nommée Patricia aux yeux avisés, a dit « Vous avez repris le contrôle du récit ». J'ai repris plus que ça. J'ai repris mon avenir financier, mon estime de moi,
mon droit d'exister. Le t-shirt me rappelle simplement que parfois les cadeaux viennent dans de terribles emballages. L'anniversaire est arrivé un mardi, le 15 octobre. Je me suis réveillé avec des centaines de messages, pas de Logan cette fois, mais de femmes de tout le pays qui avaient quitté leurs propres agresseurs financiers après avoir lu mon histoire. Votre blog m'a donné le courage de vérifier nos relevés bancaires. J'ai enfin compris pourquoi je me sentais pauvre malgré 2 emplois. Ma fille a lu votre livre et a reconnu sa relation dedans. Merci d'avoir mis un nom sur ce que je ne pouvais pas nommer. Je me suis assise à ma table de cuisine, la même bancale, avec mon ordinateur portable et un café qui coûtait ce que je voulais payer. Mon compte en banque affichait un solde que je n'avais jamais imaginé possible. Pas la richesse, mais la sécurité. Pas l'excès, mais assez. Assez pour dire non, assez pour dire oui. Assez pour choisir. Jennifer avait appelé la veille au sujet du 2e livre. Les éditeurs en voulaient plus, voulaient approfondir la guérison, la reconstruction, la réclamation. Le coup de rester, explorait pourquoi nous restons dans la violence financière, pourquoi nous finançons notre propre diminution, pourquoi nous confondons sacrifice et amour. Mon téléphone a vibré. Diane de la salle de sport, maintenant une amie proche, m'envoyant un texto sur notre voyage prévu à Montréal le mois prochain. Ma mère envoyant des photos de son cours d'art à Sedona. Peignant enfin à 71 ans. Emma partageant des images d'échographie. Je serai tante dans 6 mois. La vie se déroulait. La vraie vie, pas la performance que j'avais financée pendant 3 ans. Ce soir-là, j'ai sorti mon journal et j'ai écrit. Il y a 1 an, j'ai payé $8000 pour un dîner qui a mis fin à mon mariage. Aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas une perte. C'était un investissement. La leçon la plus chère et la plus précieuse de ma vie. Certaines factures valent la peine d'être payées quand elles achètent votre liberté. J'ai regardé le t-shirt encadré une dernière fois. Divorcé et libre. Il l'avait voulu comme une prédiction de mon échec. Au lieu de cela, c'est devenu une déclaration de mon indépendance. La facture pour mon humiliation avait été de $8000. Le retour sur cet investissement, inestimable. Ma voix, mon histoire, ma liberté. Rien de tout cela n'aurait émergé sans cette terrible nuit où j'ai appris que le coût réel de l'amour n'était pas ce que l'on payait pour le garder. C'était ce que l'on payait pour le laisser derrière soi. Mon téléphone a affiché un autre message. Celui-ci d'une femme de l'Oregon dont le mari venait de lui offrir un cadeau blague à leur dîner d'anniversaire. Elle était assise dans sa voiture en pleurant, se demandant quoi faire. J'ai répondu, conduis jusqu'à un endroit sûr. Demain, tu commences à tout documenter. Ce soir, tu as juste besoin de savoir que ce n'est pas ta faute, et que tu n'es pas seul. La sororité des femmes financièrement libres s'est agrandie d'une personne de plus. La facture de mon éducation avait été payée en totalité, et maintenant j'aidais les autres à reconnaître le prix de leur propre vie. Certaines factures, j'avais appris, étaient destinées à être déchirées. D'autres étaient destinées à être payées une fois pour toutes. $8000, 87 appels manqués, un t-shirt, 0 regret. Le chèque avait enfin été entièrement, complètement encaissé. Si cette histoire de vengeance financière vous a fait applaudir Avery, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand elle est sortie de ce restaurant après avoir secrètement payé la note de $8000, laissant Logan paniquer à propos du reçu. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.